Bonjour, alors au menu d'aujourd'hui, encore des polynômes, encore de la boulangerie Minepon, donc tout chaud, épreuve de ce matin, Minepon, MP, MPI, Math 2 2025. Je vais peut-être un petit peu moins me prendre la tête que sur des corrections précédentes. Attention, si vous avez eu du mal avec cette question, ça ne veut pas du tout dire elle était triviale ou que sais-je. Non, non, bon là, je la prends tranquillement, j'en fais un petit focus sympa, notamment pour les premières années, mais voilà. En condition d'examen, bon, il peut se passer des trucs qui font qu'on passe à côté de certaines choses. Soit n un entier naturel non nul, soit alpha 1, alpha 2, alpha n réel, donc pas forcément distinct, et soit an un réel non nul. Que je crois, pardon, c'était la question 6 du sujet, si je dis pas de bêtises. Pour tout entier j entre 1 et n, au sens large, on note fj, le polynôme qui est là, donc fj égale an, fois le produit pour k allant de j plus 1 jusqu'à n des 1 moins alpha k grand x, fois le produit, donc ce produit fois ce produit, du coup, fois le produit pour k allant de 1 à j-1, pardon, des x moins alpha k. On nous rappelle la convention habituelle, que le produit pour k allant de n plus 1 à n, autrement dit, si vous prenez fn, ben vous allez vous retrouver avec ici le produit pour k allant de n plus 1 à n de quelque chose, et ça, on vous dit que par convention, ça fait 1, le polynôme 1, ici en l'occurrence parce qu'on parle de polynôme, le polynôme constant égale à 1, et pareil pour la situation où vous auriez le produit pour k allant de 1 à 0. Pour j égale 1, vous allez vous retrouver avec cette situation. Et donc ça fait 1 ici, voilà. Convention produit index avec des indices, un ensemble d'indices vides. Montrer que s'il existe deux entiers i et k tels que 1 plus petit ou égal à i, plus petit strictement que k, plus petit ou égal à n, et alpha i fois alpha k égale 1, donc deux ik différents entre 1 et n tels que leur produit, le produit de leur alpha respectif fasse 1, alors alpha i est racine de chaque polynôme fj, où j est entre 1 et n, donc alpha i doit être racine de f1, f2 jusqu'à fn, et que dans ce cas, toujours, la famille f1 jusqu'à fn est liée. Vous pouvez vous donner, allez, une vingtaine de minutes de réflexion et de recherche avant de regarder la correction, et c'est parti, correction. Je vais me contenter de réécrire. S'il existe ik appartenant à n de deux entiers naturels, tels que 1 plus petit ou égal à i, plus petit strictement que k, plus petit ou égal à n. Déjà, je me permets de dire un truc, je ne sais pas si ça va me servir, mais dans ce cas, n est supérieur ou égal à 2 déjà, parce que n est strictement supérieur à 1 à cause de ce strict-là. Tac, tac, tac. Eh bien, alpha i fois alpha k égale 1. Donc si je suppose ça, qu'est-ce que j'ai le droit de dire? J'aimerais que alpha i soit racine de chaque polynôme, racine de chaque polynôme fj. Ok, bon, donc soit j appartenant à un n, et je vais regarder ce que me donne fj de alpha i. Fj de alpha i. Alors je vais faire très attention à un truc déjà, un peu vache de la part de l'énoncé, c'est que dans la définition de fj, bon, l'indice là c'est k. K va de machin à machin, K va de machin à machin, je vais surtout pas l'appeler K, parce que là, K, cette variable n'est plus muette ici, avec mon alpha K qui est là, donc en dehors du produit, elle a un sens très, très précis, donc je vais dire produit pour, donc AN, pardon, j'ai oublié le AN, on s'en fiche en soi, le AN, je sais pas si ça sert à quelque chose dans cette histoire, bon, j'ai repris le sujet, AN produit pour L allant de J plus 1 jusqu'à N, des 1 moins, donc alpha J, donc je m'adapte, alpha L, du coup pas du tout, je m'adapte pas, alpha k ici, donc alpha l ici, fois, donc je remplace x par alpha i, puisque j'évalue en alpha i, fois le produit pour l allant de 1 jusqu'à jusqu'à j-1 toujours, des alpha i moins alpha l. Ok, et j'aimerais que cette chose soit nulle. Donc je me dis, bon bah, j'aimerais donc en fait que, donc là j'ai un produit de réel, et j'aimerais que, un produit de deux produits, en quelque sorte, bon, AN n'est pas nul, et j'aimerais que lui ou lui soit nul. Que l'un ou l'un des deux soit nul, et peut-être que ça va dépendre de la valeur de J, en fait. Ok, bon, déjà je regarde à droite, je me dis, bon, si parmi les alpha L ici présents, il y avait alpha I, ça me simplifierait la vie. Mais dans quel cas est-ce que ça se produirait? Dans quel cas est-ce que j'en aurais la certitude? Et bah, je me dis tout simplement, si, donc là je me mets au brouillon, je me dis j'aimerais bien que J-1 soit supérieur ou égal, donc L va de 1 à J-1, j'aimerais bien que J-1 soit supérieur ou égal à I. Ce qui revient à dire que J supérieur ou égal à I plus 1, si vous voulez, ça revient à dire que J, équivalent à dire que J est strictement supérieur à I. Voilà. Ok, donc dans un premier cas, si J est strictement supérieur à I, et ben je leur dis écoutez, I appartient à 1 J-1, et donc, le produit pour L allant de 1 jusqu'à J-1
des alpha i moins alpha L est nul en fait. Oui, il y a l'un des termes de ce produit est égal tout simplement à alpha i moins alpha i. Donc c'est réglé. Et je fais bien attention, donc avec leur convention et tout, je vois bien que 1, donc j-1, donc 1 est inférieur ou égal à i de fait, et j-1 est supérieur ou égal à i, donc ça fait que j-1 est bien supérieur ou égal à 1. C'est pas une histoire de produit vide. Je suis pas en train de vous arnaquer avec un produit vide, donc par convention qui devrait faire 1 et que je prétends être égal à 0. Non. Ok, premier cas, sympa. Si j est strictement supérieur à i, on est bon. Bon, bah, il reste un second cas où j est inférieur ou égal à i. Si j est inférieur ou égal à i, j'ose espérer que mon salut, mon annulation viendra de ce monsieur. Eh bien, moi, je sais, c'est là que le cas va intervenir, qu'il existe un cas strictement supérieur, strictement supérieur à i, compris supérieur strictement à i est inférieur ou égal à n, tel que alpha i fois alpha k égale 1. J'ose espérer que je vais pouvoir, que mes L, à un moment donné, l'un de mes L va valoir k. Ça va être le cas, sans mauvais jeu de mots. Donc je vais tout simplement dire, si j est inférieur ou égal à i, eh bien, j plus 1 va être inférieur ou égal à i plus 1, et i plus 1 lui-même est inférieur ou égal à k. I est strictement inférieur à k, ce sont des entiers, ça revient dire que i plus 1 est inférieur ou égal à k. Ok, donc, eh bien, tout simplement, k va appartenir à j plus 1, à l'ensemble des entiers entre j plus 1 et n. Et je précise bien que pareil, j plus 1 va être inférieur ou égal à n, il y aura pas, on n'est pas dans ce risque-là, quoi. Et on a bien, eh bien, j plus 1, donc j plus 1 qui est inférieur ou égal à i plus 1, i plus 1, i était strictement inférieur à n, i plus 1 est inférieur ou égal à n. Car, je rappelle que i est strictement inférieur à n, parce que i est inférieur strict à k, qui lui-même est inférieur ou égal à n. Voilà. Ok, donc si j'ai ça, k appartient à j plus 1n, parmi les L qui sont là, l'un des L va valoir k, et pour ce L-là, il y aura la valeur sera 1 moins alpha k alpha i, et ça fera 0. Donc, le produit, pour L allant de j plus 1 jusqu'à n des 1 moins alpha L alpha i, va être égal à 0. Ok, j'oublie pas de préciser ici, donc d'où fj donc dans ce premier cas, fj de alpha i est nul, et dans le second cas aussi. Et fj de alpha i égale 0. On a bien montré que alpha i est racine de chaque polynôme fj. Donc, pour tout i, enfin, eh bien pour tout j appartenant à un n, eh bien alpha i racine de fj. Fj de alpha i égale 0. Pardon, je ne sais pas pourquoi je mélange les phrases. Ok. Mais alors en quoi est-ce que ça me permet de dire après que la famille f1 jusqu'à fn est liée? Bon, moi j'ai plus l'habitude, une famille comme ça, qu'on me demande de montrer qu'elle est libre et que je pose voilà mes coefficients, tout ça, mes scalaires, et de considérer, donc j'ai plus l'habitude de considérer une combinaison linéaire d'éléments de cette famille qui me donne 0, et d'en déduire, de réussir à montrer que les scalaires devant sont tous nuls, autrement dit que la combinaison linéaire est triviale, et ça me prouve la liberté. Voilà. Comment je prouve le caractère lié, sachant que je suis pas dans une situation, je vois à l'œil nu un lien, tiens, l'un des membres de cette famille s'exprime comme combinaison linéaire évidente des autres, ou un truc comme ça. En tout cas, je le vois pas tout de suite. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Bon. Par l'absurde, si elle était libre. Si elle était libre, le problème c'est que je me dis, si elle était libre, est-ce que le fait de profiter de l'hypothèse liberté, dans le cadre de l'absurde, qu'est-ce que ça me donnerait? Est-ce que je dois me coltiner l'implication? Donc si elle est libre, c'est que pour tout scalaire, la somme des alpha, des lambda j, fj égale 0 implique que les lambda j sont tous nuls. Qu'est-ce que j'en fais? Peut-être que je regarde autre chose. Peut-être que je prends un peu de hauteur, entre guillemets, et que je me dis, mais attends, la famille f1 jusqu'à fn, un peu d'algèbre linéaire, un peu de prise de hauteur. f1 jusqu'à fn, c'est une famille de polynômes. Bon. Je peux m'intéresser au degré de ces polynômes. On va voir en quoi. Mais c'est une famille de n polynômes. Ils sont tous de degré comment? Ils sont tous de degré... Alors, attention, j'ai failli en faire un Wheeler-Nack pour ça d'ailleurs. CF, la playlist Wheeler-Nack, si vous ne la connaissez pas. Donc, j'ai été tenté une fraction de seconde de dire qu'ils sont tous de degré n-1. Parce que là, j'ai un produit pour k allant de 1 à j-1, de j plus 1 à n, et même dans le cas où l'un des deux membres du produit vaut 1, on a toujours n-1 termes qui sont tous de degré 1, mais non pas forcément de degré 1,
là, sont tous de degré 1, mais eux, pas forcément. Ça dépend de l'annulation, des alpha k potentiellement nuls. Donc s'il y a des alpha k qui sont nuls, bah non, je perds des degrés. Chaque fois, je vais avoir du 1 plutôt qu'un polynôme de degré 1. Mais, du coup, malgré tout, je peux quand même dire que chaque fj est de degré inférieur ou égal à n-1. Au mieux, c'est n-1. Or, ok, ça va tenir assez vite. Pour tout j appartenant à 1, n, fj appartient à R n-1 de x. Ok, intéressant ça. Si fj est libre, si la famille de fj est libre, par l'absurde, si, attendez, j'ai un petit doute sur le démarrage, c'était f1, oui, f1 jusqu'à fn. Si f1 jusqu'à fn était libre, je ne sais pas pourquoi je m'embête avec la rencontre. Si elle est libre, allez, on va se casser la tête. Alors, j'ai pas envie d'assumer tout le long de ce que je vais écrire là, de la concordance des temps. Si f1 jusqu'à fn est libre, eh bien, étant de cardinal n qui est égal à la dimension de Rn-1 de x, voilà, c'est une base de Rn de x, de Rn-1 de x, pardon. Ok, intéressant ça. Ah ouais, ok, mais où est le problème avec ça? Bah, le problème avec ça, c'est que cette famille de polynômes, alpha i en est une racine. C'est une racine de tous ces polynômes-là. Mais du coup, ça voudrait dire en fait que tout polynôme de Rn-1 de x admet alpha i comme racine. Comment je le prouve? C'est pas parce que j'ai envie, c'est pas parce que je conserve comme ça les choses, c'est que soit maintenant P appartenant à Rn-1 de x, eh bien, il existe lambda 1, lambda n, un unique n-uplet si vous voulez, mais bon là je joue juste du côté du caractère générateur de la famille, appartenant à R tel que P s'écrive somme pour j allant de 1 à n, des lambda j fj. Ok? Et que dire de P de ce fameux alpha i? P de alpha i, bah, ça va être égal à la somme pour j allant de 1 à n, donc c'est une combinaison de R de 0, quoi. De lambda j, 0 fois des scalaires à chaque fois, des réels, enfin là, le réel est 0, je mets les pinceaux pour rien, donc ça fait 0 à chaque fois, et donc ça fait 0. Donc alpha i est racine de P. Alpha i est racine de n'importe quel polynôme de Rn-1 de x. C'est choquant, ça suffit normalement comme preuve pour dire, bon bah voilà, absurde. Bon, si je veux vraiment marteler le coup, je dis, bah ok, 1, le polynôme 1 appartient à Rn-1 de x, dans tous les cas, voilà. Et pourtant, alpha i n'est pas racine de ce polynôme. Voilà l'absurdité. Conclusion. La famille f1 jusqu'à fn est en fait liée. Je trouve ça assez mignon, assez colle compatible, première année compatible notamment. C'est surtout pas, quand vous entendez ça les deuxième années, c'est surtout pas pour diminuer l'effort ou quoi. Au contraire, parfois c'est, les mines aiment beaucoup ça, j'ai remarqué. Après voilà, je sais pas aussi quoi, mais les mines aiment beaucoup ça. Voilà, vous ramenez à des trucs de première année où vous avez vos théorèmes de deuxième année en tête, d'interversion, machin, etc., qui doivent servir aussi, j'imagine, de diagonalisation, de théorème spectral et trucs. Et parfois, voilà, on vous rappelle à des techniques comme ça que vous avez bien intérêt, là je parle aux premières années, à maîtriser proprement en première année et à ne pas oublier quand on passe à la deuxième année avec des nouveaux théorèmes tout beaux, tout mignons. Il ne faut pas oublier les précédents et les bonnes pratiques de première année. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche des notifications et à bientôt pour une nouvelle vidéo.